Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés parce que là, on va avoir beaucoup de choses à dire dans ce nouvel épisode de la guerre des étoiles qui n'aura jamais été aussi acharné. Deux matchs complètement barjots encore qu'on a vécu cette semaine. Liverpool-Tottenham, ça sera l'affiche de cette finale, hein. On va pas vous laisser de suspense. De toute façon, vous en avez forcément entendu parler déjà de ces matchs entre Liverpool et Barcelone et entre l'Ajax et Tottenham. Donc, on change pas une équipe qui gagne. On avait déjà ce même trio pour la demi-finale aller la semaine dernière. J'accueille avec moi Cédric Salut à tous. et Guillaume. Euh, Laissez-moi introduire ce podcast, messieurs, en vous disant que j'en peux plus de cette Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'elle m'a usé physiquement, mentalement. Je sais pas si c'est dans les règles de l'UEFA de faire une année sabbatique l'année prochaine pour la Ligue des Champions, mais va falloir y réfléchir, quoi. Ça va plus du tout. Cette Ligue des Champions 2018-2019 part dans tous les sens. On a battu le record de victoires après défaite au match aller. Sur 14 confrontations et éliminations directes, on a 6 équipes qui se sont qualifiées après avoir perdu au match aller. Enfin voilà, c'est encore parti dans tous les sens cette semaine. Allez, trêve de plaisanterie, j'ai assez été dans la punchline et je vais laisser Cédric maintenant prendre la main sur la première affiche de cette semaine. C'était mardi, c'était, on l'avait dit, l'affiche la plus attendue en termes de prestige, Liverpool-Barcelone, 3-0 pour le Barça à l'aller, c'était quasiment plié, et pourtant. Shaqiri. Wijnaldum! Oh, it's three! Liverpool are all the way back! Gini Wijnaldum, the Champions League hero! Barcelona can't believe it! Liverpool 3, Barcelona 0. What a story! Such a mature footballer, isn't he, Alexander-Arnold? 20 years of age, he's been here since he was 6, and he spotted that. Oh, the Corbin! They tore Barcelona napping. Brilliant thinking by Alexander-Arnold. Clinical finish from Divock Origi. Liverpool ahead. Liverpool 4, Barcelona 0. 4-3 on aggregate, and that was so cheeky and so effective. C'était quasiment plié, mais ça n'a pas été plié. Donc, pour en revenir sur ce match dans ses grandes largeurs, on va faire un peu comme la semaine dernière, un gros résumé avec les gros moments, les grosses phases de jeu. Donc, je vais commencer par dire qu'au début du match, Liverpool a été très bon. Donc, que dans les premières minutes, ils ont mis la défense du Barça à mal. Ils ont un gros pressing poussé par leurs supporters. Parce qu'on sait tout de suite que jouer à Anfield, c'est pas pareil que jouer dans un autre stade. Les supporters, ils sont là presque sur le terrain. Donc ils ont beaucoup la balle. À la perte de balle, ils ont tout de suite le pressing qui oblige le Barça à balancer beaucoup plus. Et ce super début de match, il est tout de suite récompensé à la 6e minute sur une grossière erreur de Alba qui permet du coup à Mané de récupérer la balle, qui élimine pour passer Anderson, qui bute sur Ter Stegen et du coup Origi qui suit bien et qui peut juste pousser la balle au fond du but. Donc ça, c'est dès la 6e minute. Ça récompense bien le début de match de Liverpool. Donc, à la suite de ce but, on a le premier quart d'heure qui est un peu toujours dans cette physionomie-là, le Barça qui a beaucoup de mal à sortir proprement, qui est obligé de balancer, jusqu'à la 15e avec leur première belle action et qui amène le premier arrêt de Alisson. On peut ensuite dire que quand Busquets, de manière générale, a beaucoup plus le temps, donc à partir de la 20e minute où le pressing est un peu moins fort, Busquets a beaucoup plus le temps de jouer et du coup le Barça va beaucoup mieux dans le sens où ils arrivent à beaucoup plus sortir balle au pied, balle au sol, avec des passes, le jeu du Barça qu'on connaît. Donc on peut parler par exemple à la 18e d'une belle percussion de Messi qui crée des espaces, qui décale sur Coutinho qui va aussi buter sur Alisson. On a une grosse, ouais, du coup, ce que je disais, il y a une grosse baisse de régime du match de manière générale à la 30e minute, avec les deux équipes qui se regardent un peu plus après un gros début de match, un gros pressing. Et du coup, le pressing qui est moins tranchant à partir de la 30e minute crée pas mal d'espace pour le Barça. Et on peut dire du coup que la fin de la mi-temps s'annonce sur le jeu du Barça qui tourne son jeu balle au sol, qui met beaucoup de passes rapides, pardon,
de balles au sol et puis sans vraiment avoir des grosses occasions d'une part ni de l'autre. Donc dès le retour de la Jusqu'à quand même, mi-temps, je te coupe juste avant la mi-temps, 45e plus 4, il y a quand même le Jordi Alba qui est lancé par Messi. Je trouve que c'est quand même une grosse occasion et c'est Alisson qui fait encore une grosse sortie hein, pour devant Alba. Là, ils auraient pu revenir juste avant la mi-temps, ça aurait changé le match aussi. Hein. ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc pour en revenir à ce que je disais pour ma part, début de la deuxième mi-temps, on a un changement de suite avec l'entrée de Wijnaldum pour Robertson qui est un peu blessé sur une action un peu sale de Suarez comme on sait, comme on connaît qui sait faire. Donc on a Milner qui passe défenseur gauche et Wijnaldum qui se place au milieu. Donc Liverpool a pas mal la balle en ce début de deuxième. Et les deux équipes, elles sont un peu maintenues dans le match par leur gardien. Donc avec Ter Stegen qui fait un bel arrêt devant Van Dijk et Alisson qui fait un bel arrêt devant Suarez. On a une volonté de se projeter vite vers l'avant pour Liverpool qui, dès la récupération, essaye le plus vite possible d'aller porter préjudice à la défense barcelonaise. On a pour moi encore une deuxième petite erreur de Alba sur le deuxième but, donc sur le but de Wijnaldum qui arrive à la 54e minute et une petite faute de main de Ter Stegen qui est pardonnable pour ses arrêts qu'il a fait avant et ses arrêts du match aller, mais qui reste tout de même une petite faute de main. Sur l'engagement qui suit donc cette 54e minute, on a une récupération autoritaire de Van Dijk au milieu du terrain et qui du coup dans la suite de l'action amène le centre de Shaqiri sur la tête de Wijnaldum qui marque de suite après d'une belle tête donc à la 55e. Et ensuite donc pour redire là à ce moment-là du match, Liverpool est totalement dans la même approche qu'au début du match et qu'au match aller avec un gros pressing et une volonté d'aller vite vers l'avant. Ensuite, bah, on peut dire que le Barça ne vit que par Messi dans le sens où ils ont assez de mal à sortir du pressing assez fort de Liverpool et que Messi, par sa capacité à briser les lignes et à garder la balle, leur donne de quoi respirer, le temps de respirer, de remonter un peu le bloc. Il se rassure un peu aux alentours de la 70e, 75e pour en arriver du coup à cette magnifique inspiration de Alexander Arnold sur le corner qui arrive à la 79e minute. Donc il se joue de toute la défense de Barcelone pour jouer rapidement en fin de compte pour le donner une belle passe à Origi qui finit magnifiquement bien. Et ça donc c'est la 79e et après bon on voit Liverpool qui défend plus, qui attaque moins dans cette fin de match, mais j'ai pas trouvé le Barça très tranchant dans la volonté d'aller marquer un but et dans la volonté de se battre jusqu'au bout. Après, Liverpool a été très bon à ce moment-là du match, mais pour mon avis personnel, c'est ça que j'en retire. Et du coup, on arrive à la fin du match sur un score de 4-0 pour Liverpool, qui leur permet, avec un score général de 4-3, de passer en finale de la Ligue des Champions, qui est tout à leur mérite. Ok, merci Cédric, encore une intervention très efficace comme tu sais les faire. On va passer un peu plus à la partie analyse tactique, etc. Euh, avant qu'on passe à l'analyse tactique, on va faire équipe par équipe, je pense. D'abord Liverpool, après le Barça. Et avant donc de lancer tout le monde sur Liverpool, je voudrais moi d'abord sortir un peu de ce cadre très très tactique et je voudrais parler du cœur de ce club qui est qu'on qu'on soit supporter ou pas. Hein, là, je dis ça vraiment en toute objectivité. C'est un club extraordinaire, c'est un stade extraordinaire. Tu l'as dit, Cédric, quand on va à Anfield, s'il y a un endroit où tout peut se renverser, c'est à Anfield. Ce match, dans la façon dont les Reds l'ont joué, il m'a rappelé un peu leur tout premier match de Ligue des Champions cette année où ils battent le PSG 3-2 et où ils leur mettent minable en fait dans l'engagement physique. Et ça, c'est en grande partie grâce à Anfield. On a vécu un moment extraordinaire, rien que sur le You'll Never Walk Alone avant l'entrée sur le terrain, où même les fans barcelonais chantaient You'll Never Walk Alone avec les supporters de Liverpool. Ce club, c'est un club de légende et ça fait, je trouve que on peut que être content de voir des clubs comme ça arriver en finale de la Ligue des Champions, alors qu'ils galèrent à gagner des trophées depuis un bon bout de temps.
S'ils le font, si c'est 4-0, c'est parce que c'est Anfield et c'est parce que c'est Liverpool et c'est parce que ce maillot représente tellement. On a beaucoup parlé du PSG, de Manchester City notamment, qui malgré tous leurs investissements n'arrivent pas au bout d'une Ligue des Champions, mais parce que finalement on se rend compte que l'âme du club, il a tellement d'importance par rapport aux individualités en fait. Et voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Un petit parti pris là de quelques secondes où j'avais envie de saluer ce club de Liverpool. Je vais laisser Guillaume enchaîner avec son analyse tactique peut-être un peu plus. Ouais, Guillaume, t'es avec nous? Ah oui, pardon. Oui, pardon. Je me disais bien que c'est moi que tu appelais, mais j'ai vu que j'avais pas entendu le prénom que tu avais annoncé. Je ne voulais pas prendre le lead. Donc Liverpool, hein, tactique Liverpool. Alors, ouais, donc comme l'a dit Cédric, et c'était pas du tout étonnant, ils ont commencé par un énorme pressing, un pressing très très haut, mais c'est normal, ils n'avaient pas le choix après avoir perdu 3 buts à 0 à l'aller. Il fallait tout de suite donner le ton du match et tenter de récupérer des ballons assez hauts pour avoir à faire moins de kilomètres surtout avec le ballon et surtout que le bloc en face soit déjà déstabilisé. Donc il a beaucoup gêné, je trouvais que ce pressing-là, il avait beaucoup gêné la sortie de balle du Barça pendant une dizaine de minutes. Après Barcelone a réussi petit à petit à ressortir propre, à faire tourner le bloc, etc. Et bon, c'est revenu aussi après le but de la 6e minute, notamment. Euh, j'ai trouvé aussi que Liverpool n'avait pas forcément non plus voulu trop se découvrir. Ils ont respecté la capacité de Barcelone à jouer en transition. Notamment, j'ai trouvé sur les phases où ils ont eu la possession dans le camp du Barça devant la surface barcelonaise, il y avait seulement il y avait que 5 joueurs qui étaient proches de la surface et qui attaquaient. Il y avait encore beaucoup de monde qui restait proche du milieu de terrain, même dans leur propre moitié de terrain, pour vraiment respecter cette capacité-là du Barça à pouvoir contre-attaquer et très très dangereux sur ces contre-attaques, surtout quand Messi arrive à se mettre en route. Enfin, il peut courir, enfin, il peut traverser le terrain en rien de temps et ils ont voulu vraiment respecter ça, j'ai trouvé. Ouais, je suis assez d'accord aussi avec ton analyse. Il y a un point que j'ai envie de soulever. Alors c'est un peu une banalité hein, dans le monde du foot. Je vais pas être élu chroniqueur de l'année pour avoir dit ça, mais on sait qu'un match de foot, ça se gagne en partie dans les duels. Quand vous gagnez les duels, vous avez de fortes chances de gagner le match. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ils ont été tellement au-dessus dans le pressing, tu l'as dit, ils ont harcelé les Catalans. Et même pour tout ce qui est des deuxièmes ballons, des 1 contre 1, ils les ont, enfin, ils ont gagné la plupart et ça a fait la différence, en fait. En dehors oui, la tactique, c'était de harceler les adversaires. Après, si je me penche sur des points un peu plus stratégiques, t'as soulevé le cas Messi. Je pense qu'on va en revenir encore un peu plus en longueur quand on parlera du Barça. Par rapport à la gestion de Messi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très intéressant. C'est que même si Messi a fait un excellent match, ils l'ont pas, en fait, ils ont pas vraiment stoppé Messi. On peut pas dire qu'ils aient stoppé Messi. En revanche, ils l'ont coupé des autres. Il y a eu de longues périodes où le Barça n'arrivait plus à trouver Messi, notamment sur la fin de match, après le 4-0, quand ils ont poussé pour mettre le but qui les aurait sauvés. On n'a plus vu Messi parce qu'il y avait toujours Fabinho, Milner, Henderson autour de lui, qui le coupaient de ses coéquipiers et qui lui restreignaient les espaces et qui surtout qui l'éloignaient du but en fait. Messi, la stratégie, ça a été de dire, ben ok, il va remonter la balle, mais si si on le gêne dans les 30 derniers mètres, on a gagné en fait. Et c'est ce qui s'est passé souvent quand Messi a pris la balle à peu près à 20-25 mètres du but. Finalement, il a été obligé de reculer parce qu'on lui mettait une telle pression. Je pense notamment à Fabinho qui d'ailleurs était pas trop loin du carton rouge hein, parce qu'il en a fait des fautes. Il a pris un jaune. Pour l'accumulation, il aurait presque pu prendre un rouge. Donc voilà. Moi j'ai trouvé ça intéressant de pas se dire on va mettre des taquets à Messi, on va jouer le 1 contre 1, mais plutôt de dire peu importe, il a qu'à faire ce qu'il veut avec la balle, tant qu'il n'arrive pas jusqu'au but, on est bon. Je sais pas si vous avez ressenti ça aussi. Ouais, c'est une manière intéressante qu'ils ont eu de jouer face à Messi, dans le sens où
On sait très bien que Messi fera les différences, on sait très bien qu'il portera le jeu, on sait très bien qu'il brisera les lignes. Mais j'ai trouvé le match du milieu de terrain de Liverpool vraiment à la hauteur. Pour les trois, aucun des trois n'a été en dessous. J'ai Milner par sa combativité, sa capacité à jouer à tous les postes, à être trimballé d'un côté à l'autre du terrain et à toujours être là et répondre présent. Anderson pour son impact physique et Fabinho pour son vice ainsi que son impact physique. Ils ont joué un match à la perfection au milieu du terrain. Ils ont essayé de couper au maximum Messi qui, de manière générale, a pu avoir la balle au milieu du terrain, mais a eu beaucoup plus de mal à s'avancer, comme tu disais, dans les 25 derniers mètres de Liverpool. Autre Après, point, là, je pense, ouais, enfin, pardon, pardon. vas-y. Ok. Là, enfin, on a commencé un peu à se focaliser sur Messi, mais il- moi, j'ai l'impression que ça quand même un peu, pas que ça arrivait tard dans le match, mais ça, ça n'a pas été non plus, j'ai trouvé la priorité complète de Liverpool. J'ai aussi observé un autre truc, surtout en fin de première mi-temps, c'est que Liverpool a eu tendance à donner l'axe et à fermer justement ses côtés. En fait, il voulait absolument, j'ai l'impression qu'ils voulaient condamner absolument le décalage que Barcelone pouvait faire sur leurs latéraux. Les latéraux ont pas été touchés. Ils ont été touchés, mais beaucoup moins qu'au match aller, notamment. Et je pense que ça a aussi influé sur la possibilité que Barcelone puisse mettre plus de gens devant le but, ou au moins plus de gens autour de la surface. Ouais, c'est vrai. Ouais, je voudrais continuer. Bah, tu me fais une passe décisive là avec tes histoires de côté. J'avais envie de parler d'un autre aspect stratégique de ce match. C'est le choix de Klopp de mettre Alexander-Arnold à la place de Joe Gomez. On en avait parlé dans le podcast de la semaine dernière. Moi, j'avais dit à la fin que j'étais surpris que Alexander-Arnold soit pas rentré en jeu la semaine dernière pour apporter quelque chose offensivement par rapport à Gomez, qui n'avait pour seul but que d'essayer de freiner un peu les montées d'Alba et de verrouiller un peu le côté droit. Cette fois, évidemment, comme ils avaient 3 buts de retard, Klopp a décidé de mettre un latéral plus offensif. Je rappelle qu'Alexander Arnold, c'était 13 passes décisives sur la saison avant ce match. Il en a rajouté 2. 15, ça fait 15 sur la saison. 2 passes décisives dans ce match, dont son inspiration géniale sur le corner. Il faut quand même en parler. C'est un truc qui se fait jamais dans le foot. Jouer un corner aussi vite et ne pas attendre que tes coéquipiers soient montés. J'ai jamais vu ça. Il paraît que c'est un truc que Même si, attends, tu parles de ce corner, j'ai lu aujourd'hui. Alors, c'est pas travaillé à l'entraînement, par contre, ça a été vu sur la vidéo que les joueurs du Barça avaient tendance c'est ça, bah c'est ce que j'allais dire. à se. Ah bah voilà, pardon, je pique la headline du coup. Voilà, qu'ils avaient tendance à se déconcentrer sur ces coups de pied arrêtés et même si ça n'a pas été travaillé, je pense que Klopp a su faire passer un message, a su montrer, voilà, là, il y a peut-être quelque chose qui peut être exploité. Pas qui doit absolument être exploité, mais qui peut être exploité. Et après, c'est l'intelligence des joueurs qui fait Mm. qu'on en arrive à cette situation-là. Ouais, moi j'ai lu qu'ils avaient donné notamment la consigne aux ramasseurs de balles de donner très très Oui, vite les ballons quand il y avait ce genre de choses oui, parce qu'ils avaient repéré ça. Mais après, il y a l'intelligence d'Alexander Arnold de voir Origi à la position où il est, alors que, si je décris l'action, il est en train de partir du poteau de corner, il devait pas du tout le tirer ce corner, il allait laisser le ballon à quelqu'un d'autre, et il revient sur ses pas en voyant Origi et que les Barcelonais sont pas concentrés. Et non seulement il y a l'intelligence de faire ça, mais il y a surtout la qualité technique, parce que vraiment regarder la position de, enfin c'est compliqué. Comme je viens de le dire, il fait demi-tour, il va le frapper sans élan, il met une grosse puissance dans le ballon pour que les adversaires n'aient pas le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Mais en même temps, il faut que ça arrive bien au sol pour Origi, pour qu'il soit pas dans la mouise pour reprendre le ballon. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'il fait, moi je trouve sur ce corner. Et ça va avec son match où il a apporté beaucoup de centres, etc. Il a mis en difficulté les côtés barcelonais qui étaient pas forcément fermés. Il avait un boulevard. Il faut dire qu'il avait Coutinho de son côté. Alors c'était Broadway. Coutinho, il n'a pas défendu du tout. En fait, c'était un hybride 4-4-2, 4-3-3 parce que Coutinho était plus ailier gauche qui en avait rien à foutre de défendre sur son latéral. Donc ça, c'était une aubaine pour lui, quoi. Mais voilà, gros match d'Alexander Arnold. Rappelons juste que Alexander Arnold a 20 ans. Oui, Pour rappeler son intelligence de jeu et sa volonté d'apporter vers l'avant et son talent, il a 20 ans. tu fais bien de le rappeler, exactement. D'autres joueurs que vous avez envie de mettre en avant? Milner,
Mhm. Milner, comme je disais tout à l'heure, pour son match, c'est un guerrier, on le sait, c'est pas le mec qui sera le plus reluisant sur un terrain, c'est pas le mec qui a le plus de talent, c'est pas le mec qui est capable de briser des lignes, mais c'est un mec qui sera toujours là quand on lui demandera de faire le sale boulot ou d'être trimballé à gauche ou à droite. Moi, je trouve que même après son passage en défenseur gauche, après, il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde là où il était, mais il est quand même mis latéral gauche alors que c'est un milieu de terrain. Il a apporté même offensivement, j'ai souvenir d'un ou deux centres qu'il amène en tant que latéral gauche du coup de l'autre côté du terrain. Enfin, vraiment, je tiens à mettre en lumière son match et comme à son habitude, un mec sur qui on peut toujours compter, malgré pas forcément sa qualité technique exceptionnelle et son talent fou, sa rigueur et sa volonté. Guillaume? Alors moi, c'est pas un joueur. Si on clôt le chapitre sur Liverpool, j'allais parler de la tactique sur corner, qui était aussi intéressante. En fait, ils ont mis énormément de monde dans les 5,50. Et ils ont notamment mis Matip, qui je pense est le joueur le plus grand sur le terrain hier soir. Si on accepte peut-être Alisson, et je suis même pas sûr de ça. Mais ils ont mis Matip juste devant Ter Stegen. Et c'est vrai que sur ces coups de pied arrêtés, c'était assez intéressant et ça demande encore, je pense, je parle sous votre contrôle, mes deux gardiens, ça doit demander encore plus de concentration Ouais, au gardien que d'avoir un grand piquet devant lui comme ça qui vient embêter sa zone de sortie, sa zone de jeu, etc. Non, mais c'est horrible à gérer. Clairement, c'est des situations horribles à gérer pour Ter Stegen, surtout que je complète ce que tu dis, c'est bien vu. Et en plus, en dehors de Matip qui était juste devant, il y avait tous les autres. Sur le corner, je pense au corner de Van Dijk dont tu parlais, Cédric, juste après la mi-temps, là où Ter Stegen fait un arrêt réflexe, où en fait, j'ai remis en arrière et tout. Ils sont tous les mecs de Liverpool, tous les attaquants sont dans les 5,50 du Barça. Tous. Mais comment veux-tu, en tant que gardien, gérer quoi que ce soit? Même les défenseurs, ils sont pas à l'aise, là. Et effectivement, sur ce que je décris, Ter Stegen a le réflexe. Mais enfin, c'est quand même bien vu de la part de Liverpool, quoi. De manière générale, ouais, le temps file, effectivement. On va peut-être enchaîner avec Barcelone. Klopp, voilà, il faut parler aussi de Klopp, c'est sa troisième finale européenne en 3 ans avec Liverpool, une finale d'Europa League perdue contre Séville, une finale de Champions League perdue contre le Real l'année dernière. Voilà, troisième occasion d'aller chercher un trophée, mais quand tu fais 3 finales européennes en 3 ans, ça pose quand même le bonhomme, quoi. Sachant d'où tu venais quand t'as pris Liverpool, qui était huitième du championnat d'Angleterre, Brendan Rodgers n'avait pas réussi à faire grand-chose de cette équipe. Il y a, il y a un recrutement intelligent. Quand tu prends Van Dijk, quand tu prends Alisson, alors que t'as vendu Coutinho 135 millions et que tu récupères Van Dijk 80 millions et Alisson pareil, je pense qu'on a vite vu là que sur ce match-là, c'était vraiment caractérisé le fait qu'il valait mieux avoir un Van Dijk qu'un Coutinho dans son équipe, quoi. Donc ouais, gros travail de Klopp qui a eu encore une fois les leviers psychologiques pour son équipe, pour leur donner la confiance. J'ai lu une déclat, je crois qu'il leur a dit, je pense pas que ce soit possible les gars, mais parce que c'est vous, peut-être qu'on va le faire. Et voilà, c'est le genre de phrase que qui rebooste une équipe. S'il a réussi à les faire revenir de ce 3-0, chapeau quoi. Psychologiquement, c'est un maître. Voilà. Je pense que c'était la conclusion idéale de parler de ce collectif et de cet entraîneur, dont on va d'ailleurs forcément reparler de toute façon, puisque on les reverra en finale. Alors ceux qu'on verra pas en finale, du coup, c'est Barcelone. Cédric, je te passe la main. Le premier truc que tu as envie de nous dire sur Barcelone. Le désastre Jordi Alba, défensivement, qui apporte le premier but, qui apporte le deuxième but, qui a quasiment pas pesé offensivement contrairement à son match aller, qui a été dans tous les mauvais coups de Barcelone, qui a été mangé par Alexander Arnold. Pour en revenir à ça, j'ai pas forcément envie de donner la faute à d'autres sur le moment, mais la défense de manière générale a pas forcément été au niveau de son match aller. Piqué l'anglais qui ont pas fait un mauvais match en soi, mais qui sont moins tranchants, qui sont moins décisifs. Voilà mon premier mot qui me vient à l'idée. En fait, quand j'ai réfléchi, beaucoup des noms qu'on avait cités la semaine dernière comme les points forts, enfin comme des gens qui avaient brillé, hormis Messi, hein, je mets Messi de côté, on est bien d'accord. Beaucoup de ceux qu'on avait cités
sont passés à côté exactement la charnière Piqué-Langlais, peut-être encore plus Langlais que Piqué, qui a quand même gagné quelques duels, notamment de la tête. Langlais, je vais pas souvenir qu'il ait fait une action décisive, quoi. Vraiment pas. Ter Stegen, qu'on avait cité en exemple, qui tu l'as dit, alors t'as dit on peut pas lui en vouloir parce qu'il fait beaucoup d'arrêts, bon ça je veux bien, mais le deuxième but, il est quand même en partie pour lui, quoi. Là, il doit la sortir cette frappe de Wijnaldum, quoi qu'il en soit. Et puis Ouais, mais il Suarez, en sort un ou deux qui doit pas forcément sortir. c'est vrai. Sortir le corner de Van Dijk, sortir les Oui, oui, arrêts oui, qui oui. vont match aller. C'est dur de mettre la faute sur Ter Stegen, sincèrement. Je mets pas Ok, la il fait faute. une Je dis qu'il est fautif sur le deuxième but, sur quand le même. deuxième but, oui, c'est ce que je dis aussi. Il n'y a pas de souci avec ça, mais sur les deux confrontations, c'est quand même un des joueurs du Barça qui est le plus au niveau. Hmm. Et Un puis des joueurs, Suarez. Suarez, là j'en viens à Suarez parce que t'en avais parlé la semaine dernière et on était d'accord pour dire que il met un but décisif, etc. Mais en fait là on a eu que le mauvais côté de Suarez cette semaine. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On Le a vu que mauvais le côté. vice. On a vu que le vice. Mhm. On a toujours dit que c'est vrai que c'était le vice, c'est quelque chose qui peut aider une équipe à gagner la Ligue des Champions. Quand t'as des joueurs comme ça, c'est super important et tout. Mais là, au bout d'un moment, on peut rien tirer de positif de son match, quoi. Ah, il a fait plein de simulations en première mi-temps. L'arbitre lui a donné au début, puis au bout d'un moment, il a arrêté de siffler les fautes là. Et à partir de ce moment-là, on l'a plus vu. Il a jamais été touché. Il a une occasion où Messi lui donne un super ballon en deuxième mi-temps. Il écrase beaucoup trop sa frappe pour inquiéter Alisson. Euh, c'est, c'est, c'est un peu un mauvais jeu de mots, mais j'ai envie de dire qu'il a manqué de mordant, la Suarez. Merci Mathieu. Non, mais c'était pas préparé. Je promets que c'était pas préparé. Ça vient de me venir. Mais, mais non, franchement, j'ai été moi très très déçu par son match. Il faut rappeler qu'il fait pas une super saison. Son match aller contre Liverpool aurait pu sauver un peu la phase de sa saison. On aurait pu dire que tiens, on a retrouvé Suarez dans les grands matchs, mais il sort de la Ligue des Champions avec un seul but marqué sur toute la saison. Et voilà quoi. Je suis vraiment déçu par sa prestation. Guillaume? Non, des individualités, non, j'en ai pas vraiment observé. Je me suis quand même plutôt concentré, comme assez souvent, sur le collectif plus que sur un seul joueur. Hormis le cas Messi qui est immanquable en fait, enfin, même si on veut pas forcément observer précisément ce qu'il fait, on va quand même observer ce qu'il fait parce qu'il est au centre du jeu. Du coup, Alors, pour conclure le chapitre Barcelone, si vous êtes d'accord, je vais vous soumettre la problématique de l'entraîneur. On va parler un peu de stratégie. Euh, je pense que Valverde est quand même pas loin de la porte, parce que moi je suis très déçu par ce qu'il fait sur ce match retour, quoi. Déjà, quand tu as subi la remontada de l'année dernière, parce que je rappelle quand même que le Barça est la première équipe à se faire éliminer 2 années de suite après avoir gagné 3-0, après avoir gagné avec 3 buts d'écart le match aller, hein, l'année dernière, c'est 4-1 à domicile contre la Roma, défaite 3-0 au retour. Quand tu as subi ce qu'ils ont subi à Rome l'année dernière, tu dois pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est un peu comme on avait dit, on avait beaucoup parlé d'Emery sur la remontada du Barça justement contre Paris, qui avait transmis la peur à ses joueurs. J'ai l'impression que c'était pareil pour Valverde. On commence avec le même schéma qu'à l'aller, mais beaucoup moins de pressing des attaquants. Ça, je pense aussi, peut-être, c'est le fait de jouer à domicile ou pas, le fait d'avoir 3 buts d'avance, c'est pas forcément de sa faute, c'est aussi du relâchement psychologique des attaquants. Mais autant Messi, Suarez et Coutinho avaient fait du boulot la semaine dernière, autant cette semaine, je les ai pas du tout vus bosser. Matip, Van Dijk, c'était dans un fauteuil pour relancer. Donc ça, c'est un problème. En plus, on a un 4-2 hybride avec le 4-3-3, parce que vu que Coutinho défendait pas, ça a décalé. Rakitic s'est un peu porté vers la gauche. Vidal a plus décalé vers la droite, mais pas assez pour bloquer vraiment les montées de Robertson et de Mané notamment. Roberto s'est souvent trouvé un peu démuni face à Sadio Mané qui arrivait à un contre un lancé face à lui. Donc je pense que la tactique, il y avait un problème, quoi. Non, il fallait changer quelque chose. Et lui, il nous refait les mêmes changements qu'au match aller. Il est dans une situation périlleuse où il est mené 3-0. Donc on va théoriquement en prolongation. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort Coutinho pour rentrer Semedo. Donc il sort un attaquant pour faire rentrer un latéral. Il transmet. Enfin voilà, c'est ce genre de changement pour moi qui transmettent la peur, si loin de la fin. À côté de ça, quand il a fait rentrer Malcolm, alors je dis pas que Malcolm est un grand joueur,
mais il a au moins apporté un peu de dynamisme dans ce match parce que l'attaque de Barcelone était complètement arrêtée. À l'inverse, le milieu du Barça a complètement plongé. Rakitic, pour moi, c'est une faillite. Je l'ai pas signalé dans les individualités, mais je trouve que son match est catastrophique. Il est aussi grandement fautif sur le deuxième but. Il n'y a pas que Alba qui est responsable du deuxième but. Non, loin de là, mais... Rakitic est celui qui perd la balle dans de mauvaises conditions et pour moi il a été zéro. Enfin voilà, offensivement il a rien apporté. Pourquoi pas faire rentrer un Arthur plus tôt? Arthur est rentré mais à la place de Vidal. Vidal fait un bon match. Hein, il a mis l'intensité, l'engagement comme il sait faire. C'était un des seuls d'ailleurs. Mais bon, il était cramé forcément au bout d'un moment. Il a l'âge qu'il a aussi. Et voilà, moi j'ai trouvé très peu d'inspiration de Valverde dans les choix tactiques et donc je pense qu'il va partir. Il y a deux choses à rajouter là-dessus. Il joue avec son 11 de départ. Il y a 8 des 11 joueurs qui étaient présents à la remontada à Rome l'année dernière. Donc déjà, ça inspire pas forcément la confiance quand t'en prends un ou deux. Et Ouais, la deuxième petite anecdote, c'est que ce week-end, ils ont perdu en jouant avec 11 titulaires différents des 11 titulaires qui ont joué mardi dernier. Donc une équipe totalement remaniée. Donc je suis pas sûr que c'est forcément non plus la meilleure manière de préparer un match de Ligue des Champions. Voilà, j'ai juste ça à rajouter et Dembélé s'est d'ailleurs blessé lors de ce match. oui, on a oublié de parler de Dembélé. C'est pour ça que non mais c'est pour non mais enfin oui Dembélé voilà mais c'est pour ça que ça explique l'entrée de Malcolm. Je pense que s'il avait eu le choix, Dembélé serait rentré là plus tôt que Malcolm. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est merci de nous rappeler le Dembélé, l'action de la 95e là qui pouvait faire 4-0 la semaine dernière. C'est vrai qu'on a oublié d'en reparler. Bah du coup on s'en est tous rappelés à la 78e, Ouais, c'est ça, exactement. voire même avant à la déjà à la 55e. Ouais, ouais. Tiens d'ailleurs, tu donnes les minutes. Merci. J'avais un petit fun fact à rajouter avant qu'on passe au match d'après. Merci Guillaume. Euh, Liverpool a marqué au 54e et au 56e minute le doublé de Wijnaldum. Clin d'œil de l'histoire, c'est exactement les mêmes minutes où ils ont marqué le premier et le deuxième but sur la finale d'Istanbul de 2005 quand ils sont menés 3-0 par Milan en première mi-temps et qui finissent par revenir à 3-3 et qui gagnent au tir au but. Ils ont marqué les deux buts exactement à ces mêmes minutes-là. Voilà, comme quoi le destin quoi. Et ouais. Et dernier truc sur le Barça, parce qu'on était sur le Barça, sur Valverde, sur la faillite, le fait qu'il répète toujours les mêmes erreurs d'année en année. Euh, 14-0. 14-0, c'est le bilan du Barça sur les matchs à l'extérieur qu'ils ont disputés ces 3 dernières années contre le PSG, où ils prennent 4-0, la Juve, où ils prennent 3-0, la Roma, où ils prennent 3-0, et Liverpool, où ils prennent 4-0. Ça fait quand même beaucoup de suite. Donc à voir ce qui va se passer, comment on va pouvoir prendre la relève de ce Valverde là, parce que je pense que c'est une fin de cycle. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez des noms? Moi, je dirais peut-être Ten Hag et peut-être Pochettino, qui sont dans l'air du temps les meilleurs entraîneurs qu'on a envie de prendre pour le Barça. Non, je sais pas si vous avez une idée pour ça, pour les entraîneurs. Pochettino partira pas. Il devrait pas partir, surtout que je l'ai dit Pochettino comme un nom, mais en fait c'est comme il a été formé à l'Espagnol Barcelone, que c'est son club de cœur. Je pense pas qu'il aille au Barça, ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Non, mais dans l'idée, Mais c'est surtout que voilà. là, il a les clés de la maison à Tottenham avec une toute nouvelle maison hyper luxueuse. Et enfin voilà, quoi, il est patron à Tottenham. Hmm. Ouais, Comme mais je sais Wenger, pas, à une des idées époque, était d'entraîneur alors patron à peut-être. Arsenal. Qu'est-ce qu'il faudrait au Après, ça serait Barça? beaucoup trop demandé. Qu'est-ce qu'il faudrait au Barça? Il Qu'est-ce qu'il aurait dû faudrait que le demander Barça à d'autres. change? sur le coup là, j'en ai pas forcément, mais le recrutement servira aussi, hein. L'arrivée d'un De Jong au milieu de terrain peut Ça va être faire du très bien, intéressant. ouais. Ça va faire du bien. Et puis ça remet quand même en lumière ce qu'a fait Guardiola en fait, parce que quand j'y repense, souvent on dit que Guardiola a gagné des Ligues des Champions parce qu'il avait Messi, qu'il avait Iniesta et Xavi, mais depuis qu'il est parti, ils en ont gagné une avec Enrique sur toutes ces années, quoi. Donc, est-ce qu'un retour de Guardiola un jour, pourquoi pas, ça pourrait aussi être une belle histoire. Je te donne le dernier mot, Guillaume. Il me semble que tu avais encore des petits trucs à rajouter sur ce match.
Oui, j'ai des choses à dire, des ressentis confirmés par les chiffres. Première chose, c'est concernant Messi, parce que je trouve que Messi, notamment en première période, il y a deux, trois actions qui témoignent assez bien de comment il est utilisé et comment il joue en fait. C'est que il va chercher les ballons très très bas, et je trouvais qu'il est aussi cherché énormément par ses camarades. C'est-à-dire que enfin, tous les ballons doivent passer par lui, et on l'a vu aussi en fin de match. Il y a deux ou trois actions. Attendez, je vais vous retrouver exactement de qui c'est. Ah bah non, du coup, je les ai pas notées. C'est pas très Formidable. grave. Mais il y a deux, trois actions où les Barcelonais avaient possibilité de frapper au but. Enfin, ils étaient dans une vraie bonne position pour frapper, souvent mieux que où était Messi, et ils lui ont quand même donné. Et en fait, c'est comme s'il y avait un manque soit un manque de confiance en eux, soit Messi était là pour être le Messi, si on note tout mauvais jeu de mots. Et voilà, et du coup, c'est assez confirmé par un superbe article qui a été écrit par le site 538, par Michael Calais, donc c'est de lui que je tire mes expected goals, qui s'appelle, donc traduit en français, Messi est plus dominant que jamais, mais Barcelone est beaucoup plus dépendant. Je vous invite à aller le lire, c'est pour les anglophones. Mais on se rend compte que cette année, Messi, c'est 34% des expected goals plus assists du Barça. Dans la réalité, ça donne 41% des buts plus passes décisives. Et c'est aussi 33% des passes qui font aller vers l'avant. Donc c'est assez incroyable. Et on voit aussi plus bas dans l'article, on a une magnifique carte de là où il touche les ballons en comparaison de la saison 2014-2016. Et donc, on se rend compte il touche 5 ballons de plus par match dans sa propre moitié de terrain qu'auparavant. Il en touche beaucoup moins sur les côtés et il en touche 3 de plus devant la surface de réparation adverse. Donc, ça témoigne en fait que cette équipe du Barça est plus construite comme elle avait eu son identité il y a quelques années, notamment avec Guardiola, comme tu disais, Mm. et que, et que quand elle est tellement dépendante envers Messi que quand Messi arrive, est soit bien ciblé, soit fait un mauvais match parce que ça arrive à tout le monde, elle va pas avoir les capacités à se montrer dangereuse en fait. Exactement, c'est cette Messi dépendance qui lui a coûté cher, qui lui coûte la finale de la Ligue des Champions, et Messi qui était en mission pour enfin ramener ce trophée devra reporter ses espoirs. Voilà, même si on regarde les expected goals, dernière stat sur ce match-là, donc sur ce match, c'est 2,2 à 1,2 pour Liverpool avec un score final donc, de 4 buts à 0, donc bien payé si on regarde les expected goals. Et fun fact, sur l'ensemble des deux matchs, la somme des expected goals fait 3,7 à 3,7. Euh, donc voilà, je pense que Dembélé peut s'en vouloir d'avoir raté son dernier duel. Mais en tout cas, chacune des deux équipes a eu. En fait, si on prend juste les buts qui ont été marqués sur les matchs, on a l'impression que chacune des équipes à domicile a son match. Et si on va regarder justement plutôt ces expected goals, j'ai pas les expected actions, je les ai pas trouvés. Mm. Mais en fait, la différence est moins palpable et en fait, la différence va plus se faire sur la réussite que sur la création des actions. Et ben, c'était le mot de la fin pour ce match en tout cas, puisqu'il nous reste encore une autre demi-finale à aborder. Je vous préviens, c'est pas beaucoup plus calme hein, ce qui s'est passé mercredi soir à Amsterdam. C'était 1-0 au match aller pour l'Ajax qui était allé s'imposer face à un Tottenham sans idée. C'était 3-0 au cumulé pour l'Ajax à la mi-temps qui menait 2-0 donc à la mi-temps. Et après 95 minutes, et donc toutes celles qui ont précédé en plus sur le match aller, Lucas est venu nous renverser une fois de plus une confrontation. Here's Dele Alli. Here's Lucas Moura. Oh, they've done it! I cannot believe it! Lucas Moura with the last kick of the game. The Ajax players collapse to the ground. Tottenham Hotspur are heading to the Champions League final with a goal that we just couldn't believe. Donc c'est Tottenham qui s'est qualifié pour la finale 100% anglaise. Et pour revenir sur cette demi-finale retour, c'est Guillaume qui va nous faire le résumé.
Oui, bah, le match commence déjà fort, puisque dès la troisième minute, Lloris est déjà en train de s'employer euh, sur, euh, sur une frappe contrée de Tadic. Et dès la quatrième minute, il y a but sur le corner, donc, qui suit cette action de Ligt. Donc la soirée commençait parfaitement pour l'Ajax à domicile. Euh, Tottenham va ensuite reprendre un peu le ballon. On voit notamment à la sixième un déboulé sur la gauche de Son qui va qui centre sur le poteau. Et donc là, il n'y a personne pour reprendre. 16e minute, on note un jaune assez tôt pour Sissoko, même si jaune assez justifié au vu de l'action. On continue un petit peu. Tottenham se fait encore un peu plus pressant. Il y a une grosse occasion à la 23e minute pour Son qui va offrir de la profondeur à Dele Alli et, euh, et qui perd son duel face à Onana. Et il y a la grosse occasion d'Eriksen juste après. Et donc voilà, les Spurs se sont remis à l'endroit, les Spurs poussent, mais ils n'arrivent pas encore vraiment à trouver à trouver la faille. Et à la 30e minute, par contre, là, c'est Tadic qui lui va être à deux doigts de doubler la mise sur un 2v2 un 2 contre 2 pardon, en contre-attaque où il la joue tout seul. Je crois qu'il manque le cadre, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais vraiment de peu, hein. Voilà. Et donc, 5 minutes plus tard, c'est une magnifique action de l'Ajax qui va donc doubler la mise avec une récupération de Van de Beek au milieu de terrain, remontée jusqu'au 25 mètres. Il donne à gauche à Tadic qui la remet tout de suite en retrait à Ziyech pendant que Van de Beek faisait un appel deuxième poteau. Il mine le petit filet opposé. Lloris est bloqué sur sa ligne. Je crois que si je me souviens bien, il plonge même pas. Et donc 2 buts à 0 pour l'Ajax. Ça sentait, au vu de la- cette première mi-temps, de ce qu'avait montré Tottenham, on pensait pas qu'il allait se passer grand-chose en deuxième mi-temps. On voyait pas vraiment comment Tottenham allait réagir. Twitter est devenu fou, disant que c'était bon, là, on allait avoir une superbe finale Liverpool-Ajax à Madrid le 1er juin prochain, mais le foot de ces dernières semaines nous montre qu'on en est loin, puisque à la 54e minute, Lucas va marquer le premier but pour Tottenham sur un contre assez rondement mené. Danny Rose fait une grosse différence grâce à un petit pont sur côté gauche. Il va pouvoir lancer Ali, qui va pousser un peu loin son ballon, mais Lucas qui arrive derrière de manière supersonique va récupérer cette balle et il gagne son duel face à Onana pour donner un petit peu d'espoir à cette équipe des Spurs qui en manquait grandement. Et 4 minutes plus tard, c'est une action complètement folle puisqu'il y a une phase de possession qui est énorme des Spurs. On a quand même senti que ce but, il avait fait peur à l'Ajax. Et donc les Spurs, ils se sont mis dedans, ils ont fait une grosse phase de possession. Son remet la balle à Trippier qui semble très très fort pour Llorente. Llorente qui avait fait son entrée en jeu à la mi-temps pour, j'ai oublié son nom, Wanyama. Non, c'est pas. Wanyama, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais, Wanyama. Donc voilà, Llorente qui était rentré, donc choix tactique de la part de Pochettino. Donc Trippier qui centre fort pour Llorente, arrêt réflexe de Onana, gros cafouillage dans la surface. Onana n'arrive pas à se saisir de la balle, il tacle son propre défenseur. Lucas, renard des surfaces, traîné par là, récupère et envoie la balle au fond des filets, donc égalisation sur le match. Euh, L'Ajax est encore qualifié à ce moment-là. Et donc, c'est à ce moment-là que ce deuxième but, plutôt que paralyser Amsterdam, il va peut-être plus les réveiller, parce qu'à la 63e minute, donc 5 minutes plus tard, on a une grosse action pour JS qui est servi au point de penalty et qui est pas loin de marquer, si je dis pas de bêtises. Ouais, vraiment pareil, rase le poteau, quoi. Donc, à 70e minute, il y a encore une bonne phase de l'Ajax et une phase sur corner où Lloris doit vraiment s'employer pour la sortir. Et ensuite, il est assez chanceux quand même sur un centre de qui est pas coupé. Il me semble bien que c'était Tagliafico qui était pas loin de la couper. ouais, c'est ça. Et donc ça pousse du côté de l'Ajax. On se dit que c'est bon, ils vont mettre ce but et ça va vraiment soulager tout le stade qui était de se poser beaucoup de questions. Euh, et à la 78e minute, cette fois c'est le poteau qui vient sauver le frappe encore une fois de Ziyech à l'entrée de la surface.
Et à ce moment-là, on a presque senti un, un, un point de bascule, en fait. C'est que c'était si près. On s'est dit, ça se trouve, il y a peut-être un petit coup de destin. Les Spurs peuvent pas, en fait, peuvent pas perdre ce match et peuvent pas perdre leur qualification. On savait pas trop, mais ils ont été on a eu le sentiment qu'ils s'étaient quand même beaucoup aidés là sur ces dernières minutes. Et au final, attendez, je me suis pas dans mes notes. Bah, il y a d'abord l'action suivante, c'est la tête de Vertonghen sur la barre. Où là, on se dit, tiens, ça compense peut-être un peu, et l'Ajax va peut-être finir par s'en sortir si Tottenham trouve aussi les montants. C'est ça. 86e minute, si tu parles sur ton Ouais, contrôle, c'est Llorente de la tête puis du pied. Et Son qui va donc mettre la balle au-dessus. 90 plus 2. L'Ajax encore à l'attaque. Et cette fois, c'est Lloris qui fait un gros arrêt pour garder l'espoir. Et là, 90 plus 5. Toute fin du tour additionnel. Euh, il y a le buzzer beater de Lucas qui, sur un très long ballon de Sissoko, pour Llorente. Llorente la remet sur Ali qui la met à Lucas et Lucas vient crucifier cette jeune équipe de l'Ajax, vraiment au bout du bout pour offrir cette finale aux Anglais et donc cette finale qui sera anglo-anglaise en terre madrilène. merci Guillaume pour le résumé. Je vais essayer d'enchaîner. Rassurez-vous, on va essayer d'être le plus objectif possible, mais je peux pas ne pas dire que je suis terriblement déçu pour cette équipe de l'Ajax que j'ai suivi depuis les huitièmes de finale contre le Real, comme beaucoup de gens d'ailleurs, mais qui avait déjà, on a tendance à l'oublier, mais qui avait déjà mis en grande difficulté le Bayern en phase de poule. Hein. Ils sont invaincus contre le Bayern sur la phase de poule. Ensuite, ils ont fait les exploits dont on a déjà parlé contre le Real et la Juve. Et, pour moi, elle a pratiqué tellement un beau football jusqu'à cette deuxième mi-temps du match retour. Ah, c'est terrible, quoi. Sur une mi-temps, ils se font éliminer alors que jusqu'ici, c'était incroyable. On a dit la semaine dernière, on avait peur disons qu'on savait pas comment ils allaient réagir. Le fait qu'ils arrivent avec un but d'avance, qu'ils soient à domicile, qu'ils doivent défendre davantage, tout ça, ils n'avaient pas encore été dans cette situation. En fait, sur le début de match, ils le gèrent parfaitement bien. Peut-être aussi que ce qui s'est passé la veille à Liverpool les a inspirés. Ils se sont dit, on va pas faire comme Barcelone, on va pas espérer tenir le coup en laissant la balle à l'adversaire. Non, on va prendre l'initiative d'entrée, on va leur montrer qu'on est chez nous. Et tout de suite, il y a l'ouverture du score de De Ligt. Il y a le but de Ziyech qui est un bijou. C'est vraiment un régal de voir des buts comme ça. Et on s'est dit, voilà, tu l'as dit, c'est bon. 3 buts d'avance à la mi-temps, basta, quoi. Ils ont pris le match du bon bout. Tottenham inefficace, ça va le faire. Sauf que, en fait, comment dire, cette baisse de régime psychologique, au lieu d'arriver en début de match, comme c'était le cas pour le Barça, qui a tout de suite laissé l'initiative aux Reds, l'Ajax, ça lui est arrivé après la mi-temps, du coup. Bah, pareil, quand ils avaient 3 buts d'avance, ils ont commencé à reculer. Ils ont abandonné leur jeu qu'on a tellement loué pour passer sur des longs ballons où on allait chercher rapidement Tadic. On avait des lignes très éloignées, une défense très basse, 2-3 joueurs devant qui sont restés quand même relativement hauts. Euh, tout s'est effrité, et puis de la même manière que le Barça, le premier but qu'ils encaissent, et surtout le deuxième qui arrive quand même assez vite derrière, bah, ça met le doute. Ça met le doute, et à partir de là, en plus, quand vous tapez le poteau, quand vous ratez les occasions que vous avez ratées, je rappelle que match aller, on en a parlé la semaine dernière aussi, du poteau de Neres dans les 5 dernières minutes, où ils ont l'occasion de tuer le match aussi, de gagner 2-0 à l'extérieur. Neres touche le poteau, on a dit, ça peut être un motif d'espoir pour les Spurs. Ben voilà, c'est psychologiquement, il y a ce doute qui s'installe. Et paradoxalement, en fait, après je finis là-dessus, je vous laisse la parole, quand tu analyses le temps additionnel, il y a 5 minutes de temps additionnel, sur les 3 premières minutes, c'était eux qui dominaient. Et c'est ça qui est fou, c'est que ils ont de nouveau retrouvé ce petit supplément d'âme notamment que leur ont donné leurs supporters,
qui était exemplaire. Et les 3 premières minutes du temps additionnel, c'est eux qui ont les occasions, c'est eux qui ont le ballon, ils sont pas du tout en danger. Et c'est seulement à la toute fin qu'ils subissent et qu'ils finissent par prendre un but, et ça c'est terrible. Quelqu'un prend le relais peut-être. Ouais, bah, pour en revenir un peu sur ce match-là, ça commence tout de suite par la blessure de Neres à l'échauffement qui oblige Torniak à mettre Kasper Dolberg qui passe dans le match tel un fantôme. Il a été inexistant, il a pas pesé sur la défense alors qu'il aurait dû peser. Après, à sa décharge, il aurait pas dû commencer. C'est un joueur de 21 ans, c'est un jeune joueur. Mais bon, toute proportion gardée, il a pas été bon. J'ai trouvé Ziyech vraiment excellent dans son match. J'ai trouvé la défense en première mi-temps très bonne, mais comme tu l'as souligné, le problème de cette équipe, c'est elle est pas construite pour subir des longues périodes de possession adverse. Van de Beek, c'est quand même un mec qui va se projeter assez facilement vers l'avant. De Jong, il joue la position d'un 6, mais il a plus le jeu d'un relayeur. Le Cheneux n'est pas non plus un vrai 6. Ils ont un problème à ce niveau-là, dans le sens où ils ont une équipe qui est taillée pour avoir le ballon et pour se projeter vite vers l'avant, et pas forcément une équipe taillée pour défendre des longs moments de possession. Et je pense qu'ils le savaient très bien eux aussi, et c'est pour ça qu'ils ont commencé le match comme ils l'ont commencé, en mettant tout de suite la pression sur Tottenham. Mais bon, après, quand t'es à 3-0, forcément, t'as pas la même mentalité que quand t'es à 1-0 ou à 2-0, et donc forcément, t'as du relâchement. Et c'est là qu'on a peut-être vu les limites de l'Ajax, dans le sens où c'est pas une équipe qui est capable de défendre pendant 40 minutes à 20 mètres de son but et laisser la balle à l'adversaire. On a senti beaucoup de naïveté aussi. Enfin, moi j'ai trouvé sur les 2 premiers buts qu'ils encaissent, en tout cas, notamment le premier, c'est une situation où ils ont un coup franc pour eux à, je sais pas, 35-40 mètres du but, donc pas un coup franc très intéressant. Pourtant, il y a De Ligt et Blind, donc les deux centraux, qui montent. Alors que c'était pas spécialement organisé pour faire quelque chose de dangereux. Donc on se retrouve derrière avec De Jong qui tient la baraque comme seul défenseur central et les deux latéraux qui sont restés sur les côtés. Et donc ça fait un 4 contre 3 au bout qui est conclu par Lucas. Donc je trouve une grande naïveté. Pourquoi est-ce que les deux centraux à ce moment-là du match sont montés? Je me l'explique toujours pas. Et sur le deuxième but, c'est pareil, une énorme erreur défensive. Euh, je parle avant que Onana relâche le ballon, parce que c'est ce qui coûte le but au final. Avant ça, ils ont un gros problème de marquage, parce que déjà Trippier, qui est au centre à droite, est laissé complètement seul par Tagliafico, qui aussi est passé un peu à compter de son match, à mon sens. Et dans l'axe, il y a Llorente et Ali qui sont à 7-8 mètres du but, qui sont aussi complètement seuls, parce que du coup Blind avait décalé à gauche vers le ballon, et que De Ligt était avec ses 3 milieux à peu près aux 16-17 mètres du but, et donc il avait laissé les deux attaquants derrière lui. Ça, c'est pas permis, quoi. Et donc, c'est deux erreurs défensives qui coûtent très très cher, selon moi, et c'est des erreurs de jeunesse, finalement. Quoique, on me dira que Blint et Cheneux auraient dû apporter un peu d'expérience là-dedans, mais c'est dommage que ces deux erreurs, ce petit excès de naïveté, voilà, leur coûte une qualification en finale, quoi. Guillaume, tu veux nous parler de Tottenham peut-être? Je peux. Ah oui, on va parler de Tottenham. On va parler du premier but. On va parler du premier but parce que j'ai besoin d'une confirmation. Euh, Est-ce que j'ai eu l'impression, donc en voyant le ralentir, j'ai pas été capable de le sentir à vitesse réelle, euh, que Tottenham défendait en zone ce corner. Parce que euh, Trippier était à l'origine au départ du corner, c'est Trippier qui défend sur De Ligt et en fait il le laisse filer assez rapidement pour il le laisse filer assez rapidement et donc c'est De Ligt oui, c'est ça, qui vient s'imposer devant Dele Alli. Mais ça va sembler étonnant qu'un défenseur laisse filer si facilement un attaquant Je pense que si c'était de l'individuel.
Moi, je dirais que c'est une erreur individuelle quand même parce que quand on voit la situation, il y a il est pas complètement seul avec De Ligt. De Ligt joue bien le coup dans ses déplacements, il se faufile un peu quand même mine de rien. Et puis voilà, Trippier est pas reconnu mondialement pour sa vigilance défensive. Donc moi, je vois ça comme une erreur individuelle. C'est mon ressenti. Comme une grossière erreur de Tottenham qui doit jamais mettre Trippier sur De Ligt. Déjà, au départ, oui. Étant donné qu'ils ont des joueurs comme Alderweireld ou comme Vertonghen. Vertonghen, pardon, qui sont quand même des joueurs qui savent jouer de la tête. Ils sont pas exceptionnels, mais ils ont quand même le jeu de tête dans leur panoplie. Et ils se retrouvent à mettre Trippier sur De Ligt. J'ai quand même un peu de mal à comprendre ça. Après, il joue très bien le coup, on est d'accord. Trippier est pas un défenseur qui est à cheval sur le marquage, mais il y a une erreur, il y a une grossière erreur de marquage dès le début de l'action, en fait, avant même que l'action soit lancée. Ouais, Je me suis posé la question sur le coup, et c'est vrai que je suis pas retourné après regarder le match. Je veux savoir ce que vous en pensiez. Ensuite, si on continue, en comparaison du match précédent, donc Tottenham, en fait, était dans la même situation que Liverpool après 4 minutes. Enfin, un peu moins pire, on va dire. Mais on n'a jamais vu Tottenham réellement pressé, en fait. Il n'y a pas eu de pressing haut, très intense. Et j'ai trouvé ça assez étonnant pour une équipe qui est censée être dos au mur et qui est censée être dans la bataille, en fait. Et bon, au final, ils se sont qualifiés et ça paye, mais je trouvais que c'était quand même un choix étonnant de ne pas vouloir harceler, tester la capacité de cette jeune équipe de l'Ajax à pour une fois pas être dans la position de l'agresseur, mais dans la position de l'agresseur. peut-être qu'ils En avaient. fait, pour répondre à ça, si je peux essayer d'apporter une réponse, à mon avis, ils ont pas fait ça pour pas créer des espaces. Étant donné que le jeu de l'Ajax, ils le connaissent, c'est un jeu rapide, un jeu qui part vraiment de l'arrière sur des passes courtes, des passes courtes et rapides, ce que je disais tout à l'heure, qui élimine vachement bien si tu t'en sors bien un pressing et qui permet tout de suite de casser les deux premières lignes si tu arrives à bien t'en sortir. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'ils se sont pas jetés corps et âme dans le pressing, dans le sens où ils savaient très bien que l'Ajax, par sa capacité à jouer en passes rapides et courtes, à la cap. Je pense à ça quand tu penses au Barça d'il y a 5, 6 saisons, qui était capable de, en 3 passes, éliminer tout un pressing et se retrouver directement sur la ligne de défense adverse. Donc c'est un peu pour ça, pour mon avis personnel, qu'ils n'ont pas pressé comme des morts de faim. Ouais, bah j'allais donner la même explication en rajoutant que c'est peut-être une question d'individualité aussi, dans le sens où faut pas oublier qu'au milieu, c'est ton point faible, t'as Wanyama et Sissoko avec Eriksen qui est positionné un peu plus haut. Donc le risque c'est que tu prennes rapidement le bouillon si ce milieu-là est trop exposé aux attaques adverses en fait, je pense. Après voilà, on a dit beaucoup de négatifs sur Tottenham parce que bon, vous pouvez me contredire, hein, mais ma sensation, c'est que sur l'ensemble des deux matchs, ils méritent pas forcément de passer. Dans le sens où, on l'a dit, ils ont manqué beaucoup de créativité au match aller. Leur première mi-temps, pareil, on n'a pas vu grand-chose en termes de créativité offensive. Malgré le retour de Son, qui finalement n'a pas été celui qu'on pouvait attendre. Euh, il y a Lucas, il faut quand même parler de Lucas parce que on a assez critiqué ce joueur pour dire, on avait dit au match aller qu'il était volontaire mais pas assez précis. Il met un triplé. Il faut pas oublier que des joueurs qui mettent un triplé en demi-finale de Ligue des Champions, il y en a pas des masses. Et puis c'est Il y pas en a un triplé. 5 pour être précis. Ouais, bah, tu vois, j'avais pas cette stat, mais merci. Mais c'est pas un triplé où il pousse les balles au fond quand même, hein, parce que sur les 3 buts, il faut les mettre. Il faut les mettre. Donc chapeau à Lucas. Et notre ami Nasser doit être ravi d'avoir vendu Lucas. Euh, Dernier petit truc à rajouter peut-être sur Tottenham avant d'aborder Oui, la finale. oui. Sur Tottenham, bah, comme au match aller, j'ai trouvé, si je dis pas de bêtises, au match aller, Llorente était aussi rentré en cours de match. Là, il était là depuis le début? Non, je sais plus. Non, non, il rentre en Non, cours de match pour blessure aussi. exactement, ouais. Ah, voilà. Donc Llorente il était rentré en cours de match et j'avais trouvé que
que Llorente, à l'aller, après sa rentrée, avait... Ah, attends, juste, je me corrige, j'ai dit une bêtise. Il était rentré en cours de match contre City, au match retour pour blessure, et au match aller, il était titulaire, puisque Kane n'était pas là. Oui, non, t'as raison, il était titulaire. En tout cas, enfin, j'ai trouvé qu'il avait quand même apporté des choses dans sa capacité à jouer dos au but, en fait, à servir de pivot et faire de la remise. Et du coup, là, quand il est rentré à la 45e, j'ai trouvé que Tottenham a voulu s'appuyer là-dessus. Et il l'a assez bien fait, en fait. Il a réussi à, des fois, contrôler des ballons, des longs ballons dans les airs, en gagnant pas mal de duels, en contrôlant la poitrine, pouvoir faire une, deux touches de balle, mais juste histoire de la conserver pour ensuite pouvoir la remettre à Lucas ou à Dele Alli. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était important. C'est un peu un travail de l'ombre, euh, mais c'est un travail qui reste important dans le foot actuel. J'ai parlé de Klopp tout à l'heure, on va peut-être pouvoir parler un peu de Pochettino. Moi, j'ai envie aussi de saluer son travail. Tu l'as dit, il a les clés de la maison à Tottenham. Il est là depuis 2014. Il a construit quelque chose d'assez impressionnant en termes de dépenses sur les marchés des transferts, notamment. Je crois qu'il est à 29 millions de dépenses sur 4 ans, si on fait la balance. Attends, Oui, c'est pas la oui, dépense, laisse-moi compléter ma phrase, Guillaume. Si on fait la balance c'est pas la dépense. entre les ventes et les arrivées. Il y a quand même assez peu de recrues clinquantes. Ok, ils ont fait Eriksen, Davinson Sanchez, Heung-min Son, Moussa Sissoko, Fernando Llorente. Voilà, c'est les recrues majeures depuis 2014. On peut quand même pas dire que ce soit impressionnant. Mais voilà, avec la jeunesse, avec tout ça, ils ont construit quelque chose de très intéressant. Il en est le grand artisan. Faut pas oublier qu'avant, Pochettino, c'était celui qui avait aussi fait presque des miracles avec Southampton, qu'il avait fait éclore la génération de Schneiderlin, de Wanyama, de Nathaniel Klein, de beaucoup de joueurs que j'oublie. Mais voilà, il fait quand même un grand travail de construction de projet et avec des joueurs peu cotés finalement. Donc c'est ça que j'avais envie de saluer. Alors, on va aborder très rapidement, vraiment en 2-3 minutes, la finale. Tottenham-Liverpool. Est-ce qu'on se lance déjà dans des pronostics? Est-ce que vous préférez pas vous mouiller parce que la finale c'est le 1er juin, donc c'est dans 3 semaines? Est-ce que vous Que avez envie Liverpool de... va lâcher beaucoup de force enfin que les deux équipes en fait vont lâcher des forces pour être à la lutte pour le titre et à la lutte pour la Ligue des Champions. Il reste une journée, Guillaume, hein. C'est ce Ah, week-end. c'est reste que 2 journées? Ouais, il reste une journée, c'est Pardon. ce week-end. Il y a la finale de la Cup que aucun des deux ne joue le 18 ou le 19 mai. Et puis après, il y a encore 2 semaines entre la finale de la... Enfin, en gros, ils auront 3 semaines Donc pour préparer ils le ont match, trois quoi. semaines pour se préparer. Ouais, ouais, ouais. Oui, Avec potentiellement par contre une grosse pression. Alors, attends, parce que j'ai pas non plus totalement le classement de la première ligue, mais Bah, c'est grosse assez pression simple. sur Tottenham. En gros, Si, vas-y. ouais, pour Liverpool, ils sont à égalité de points avec City, avec une différence ils ont un point de retard sur City, pardon, ils ont un point de retard sur City, donc ils doivent espérer un faux pas de City pour être champion, ça c'est clair. Pour Tottenham, ils ont 3 points d'avance sur Arsenal avec une différence de but favorable. Donc la seule situation qui fait que Tottenham peut ne pas être qualifié pour la Ligue des Champions, c'est s'ils perdent ce week-end et qu'Arsenal gagne dans le même temps. Avec une Et différence si de Arsenal gagne l'Europa League? avec une différence peu importe, Arsenal sera qualifié, je crois. Y a pas une limite de club par pays? Je crois qu'on peut être 5. Je crois qu'on peut être 5. Et si- Là, ah, après voilà, non, parce que enfin, je suis pas à 100% là-dedans, mais je pense. j'avais commencé à lire un truc là-dessus, j'avais pas eu le temps de finir. Je crois bien qu'il y avait eu, il y a peut-être une histoire dans le genre. Ok, d'accord. à vérifier. Donc bref, Notamment pour l'Angleterre qui qualifie tous ses clubs ouais, directement ou pas? Je sais plus. oui. Ouais, Ah, oui, oui, oui. Donc oui, à vérifier. Ce Donc là, point-là il y a la sera à pression vérifier. pour être en Ligue des Champions l'année prochaine, ça c'est clair. Alors, si on en revient sur un petit rapport de force, plutôt Liverpool favori, vous êtes d'accord avec moi? ouais. Oui. Ok, ça c'était une réponse concise. Merci messieurs, on est bon.
Non, mais ça fait plus d'une heure qu'on est sur le podcast, donc ça tombe bien. Je vous remercie d'être concis. On va se quitter là-dessus. On reviendra évidemment sur la finale pour ce qui sera notre dernier épisode de la Guerre des Étoiles. Je veux vous remercier tous d'avoir passé une heure avec nous. On avait beaucoup de choses à évoquer. On en a encore laissé de côté, hein. On a dû faire un tri dans ce qu'on voulait dire, mais voilà, on a essayé de faire les bons choix. J'espère que ça vous a plu. Guillaume et Cédric, merci. Ben, merci à vous. Merci à toi de nous Et- avoir accueillis, hostés de cette magnifique manière. Et donc, une fois n'est pas coutume, on va essayer de terminer ce podcast d'une manière un peu plus originale. Je vais vous laisser en silence avec un You'll Never Walk Alone entonné par les fans de Liverpool ce mardi juste avant le match contre Barcelone. Ça dure à peu près 1 minute. Profitez d'Anfield, profitez de cette ambiance qu'on peut ressentir même sans y être. Et voilà, sur ce, à bientôt pour la finale 100% anglaise et le vainqueur de la coupe aux grandes oreilles qu'on connaîtra. Ciao! Ciao. Ciao.